Dans cette vidéo, on s'intéresse à nouveau à une application sur les polynômes qui, cette fois, prend un polynôme p de degré inférieur ou égal à n, calcule p de 0, p de 1, p de 2, ce qui nous fait 3 réels, donc un vecteur de R3. Pour ne pas changer, la première chose qu'il faut qu'on vérifie, c'est que f est une application linéaire. Parlons-y. Pourquoi est-ce que cette application est linéaire ? Vérifions-le. Comme toujours, pour montrer la linéarité, c'est pas très compliqué. Il me faut deux éléments de l'espace de départ, donc ici c'est deux polynômes, de degré inférieur ou égal à n, et un scalaire. Et je calcule, on calcule, il faut que vous le fassiez aussi évidemment, à f de P1 plus lambda P2, et idéalement, il faudrait que ça fasse f de P1 plus lambda fois f de P2. Or, f de P1 plus lambda P2, c'est P1 plus lambda P2, donc P1 plus lambda P2, ça nous fait un polynôme, que je calcule en 0, P1 plus lambda P2 de 1, et P1 plus lambda P2 de 2. Maintenant, P1 plus lambda P2 de 0, c'est la même chose que P1 en 2, 0 plus lambda P2 de 0. Et pareil pour les deux autres. Hop là, ça va être un peu crac ici. Je vais prendre un peu plus de place pour mon calcul. Hop, on n'a rien vu. P1 de 2 plus lambda fois P2 de 2. Et là, je vois que je peux séparer ce vecteur en une somme de deux vecteurs, P1 de 0, P1 de 1, P1 de 2, plus lambda P1 de 0, lambda P2 de 0, pardon, lambda P2 de 1, lambda P2 de 2, et ça, c'est lambda fois P1, P2 de 0, P2 de 1, P2 de 2. Donc j'ai effectivement f de P1 d'un côté et lambda fois f de P2 de l'autre. Donc f est une application linéaire définie sur Rn de x et à valeur dans R3. Et maintenant, il faut qu'on détermine son noyau et son image en fonction de n. Donc, n, c'est le degré maximal du polynôme p. Donc le noyau de f, c'est les polynômes tels que f de p égale 0. Du coup, un polynôme de degré inférieur ou égal à n Du coup, on peut le noter A0 plus A1x plus patati patata plus AN x puissance n. Encore que je sais pas si ça va nous servir finalement. Bah, on va voir. Alors, il appartient au noyau de f. Si et seulement si f de p est le vecteur nul d'où le vecteur nul de R3. C'est-à-dire, il faut que P de 0, P de 1, P de 2, ça fasse 0, 0, 0, ou encore que P de 0 soit égal à 0, P de 1 soit égal à 0, et P de 2 soit égal à 0. Donc, si le polynôme P est dans le noyau de f, il a au moins 3 racines qui sont 0, 1 et 2. Il en a peut-être d'autres, mais il a au moins ces 3-là. Qu'est-ce que ça nous dit ? Si le polynôme P il est de degré 0, 1 ou 2, il ne peut pas avoir 3 racines, sauf s'il est constant égal à 0. Donc, si le degré est inférieur ou égal à 2,
P est différent de 0, si n est inférieur ou égal à 2, un polynôme non nul il a au plus n racines. Donc ici, si P appartient à car F, P a 3 racines. Donc si deg P est plus petit que 2, forcément P doit être nul. C'est pas très bien expliqué mon truc, je vais le réécrire. Donc, toc. Non, c'est pas très bien expliqué. Comment j'intègre ça mieux? Donc si n est inférieur ou égal à 2, ce qu'on a vu, c'est que P appartient à car F implique que P a au moins 3 racines. Or, un polynôme non nul de degré inférieur ou égal à 2 a au plus 2 racines. Donc le seul moyen pour qu'il ait 3 racines, c'est qu'il soit nul. Et d'un autre côté, puisqu'on sait que le noyau contient forcément le vecteur nul, on en déduit que si n est inférieur ou égal à 2, le noyau de f, c'est le singleton vecteur nul. Dans le cas où n est inférieur ou égal à 2. Alors, il se passe quoi si n est supérieur ou égal à 2 ? Si n est strictement supérieur à 2, pardon, donc supérieur ou égal à 3, P de 0 en coefficient, comme on a noté ici, P de 0, ça fait A0, P de 1, ça fait A0 plus A1 plus patati patata plus AN. Et P de 2, ça fait A0 plus 2 fois 1 plus patati patata plus 2 puissance n fois AN. Donc un polynôme P, il appartient au noyau de f, si et seulement si A0 égale 0, A0 plus A1 plus etc. jusqu'à AN, il faut aussi que ça fasse 0, et A0 plus 2 fois A1 jusqu'à 2 puissance n à n, il faut aussi que ça fasse 0. Donc A0 égale 0, on va pouvoir l'enlever des lignes d'en dessous. A1 plus A2 jusqu'à AN, ça fait 0 aussi. Et en dessous, on a 2A1 plus 4A2 plus 8A3 jusqu'à 2 puissance n à n, qui fait aussi 0. Non, du coup, on a toujours A0 égale 0. Et pour échelonner le système, la ligne 3, je vais lui soustraire 2 fois la ligne 2. Du
coup, la première ligne, c'est toujours A1 plus A2 plus etc. jusqu'à AN qui fait 0. Et la dernière ligne, elle devient A2 moins 2A2, ça nous fait 4 moins 2, ça fait 2A2. Plus, là je vais avoir 8 moins 2, ça va faire 6 A3, plus, etc. jusqu'à 2 puissance n moins 2 à n égale 0. Donc à ce stade, on a un système échelonné qu'on peut résoudre. On peut exprimer A2 en fonction des autres coefficients. Donc on a obtenu que 2A2, c'est moins... Alors si je l'écris sous forme de somme, c'est moins la somme pour k allant de 3 à n des 2 puissance k moins 2 fois ak. Et A1, il est égal à moins A2, moins A3, patati, patata, moins AN, et A0, il fait 0. Donc il ne nous reste plus qu'à exprimer A2 en divisant par 2. A2, c'est moins... Donc si je divise cette expression par 2, il va me rester moins la somme pour k allant de 3 à n des 2 puissance k moins 1 moins 1. Et A1, du coup, il est égal à moins A2. Donc moins A2, c'est la somme des 2 puissance k moins 1 moins 1, AK. Moins A3, moins A patati patata, moins AN. A0, il fait 0. Donc pour résumer, A2, il est égal à moins, plutôt, 1 moins 4 à 3, plus 1 moins 8. Ouais, bon, ça va pas tellement m'aider de l'écrire comme ça. Toc. A2, du coup, il est égal à la somme pour k allant de 3 à n des 1 moins 2 puissance k moins 1 à k. Et A1, est-ce qu'on peut le simplifier un coup? Hop là. La somme ici commence à 3. Ah ben ici, du coup, A1, c'est la somme pour k allant de 3 à n des 2 puissance k moins 1 moins 2 fois AK. Puisque ici, si je fais rentrer tous ces termes dans la somme, à chaque fois, ça va me rajouter un moins 1, qui avec le moins 1 qui est ici, va faire moins 2. Et A0 égale 0. Donc en fait, P, il est égal à la somme pour k allant de 3 à n des 2 puissance k moins 1 moins 2 à k, tout ça fois x. A1, c'est le coefficient devant x, plus la somme pour k allant de 3 à n des 1 moins 2 puissance k moins 1 ak fois x au carré, plus la somme des ak fois xk pour k allant de 3 à n. Il reste après A3, x3, etc. Et maintenant, on voit que ces trois polynômes, on peut les mettre ensemble, enfin ces trois sommes, pardon, on peut les réunir. On obtient donc la somme pour k allant de 3 à n des ak facteurs de 2 puissance, en fait facteur des x puissance k, je vais les mettre par degré croissant, décroissant, x puissance k plus 1 moins 2 puissance k moins 1 x au carré plus 2 puissance k moins 1 moins 2 x, c'est-à-dire la somme pour k allant de 3 à n. Est-ce que je peux arranger ça un petit coup? Voyons, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux
simplifier ici. Là, je pourrais écrire ça comme la somme des x facteurs de xk-1. Je pense pas que ça va m'aider tellement de faire ça. Hop là, non, je pense que là c'est pas mal déjà, hein, je vois pas de simplification. On peut factoriser par x, mais j'ai l'impression que ça va pas être beaucoup moins moche après. Donc en fait, ça, je vais l'appeler le polynôme pk, pk de x, et du coup, on a obtenu que si p est dans le noyau, alors c'est la somme des ak fois pk de x, avec a3, patati, patata, an, qui appartiennent à R. Donc ce qu'on a obtenu, en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que le noyau de f, il est engendré par ces polynômes-là. P3, P4 jusqu'à P n de x. Les pk, hein, c'est le nom que j'ai donné à ces polynômes-là. Du coup, dedans, il y a x au cube moins 1 moins 2 puissance 3 moins 1 fois x au carré plus 2 à puissance 3 moins 1 moins 2 fois x, et ainsi de suite. Donc c'est une famille qui engendre ker f, et elle est libre parce que c'est une famille de polynômes dont les degrés sont croissants. Et du coup, si on résout le système pour voir qu'elle est libre, vous verrez que en fait, on obtient immédiatement que tous les coefficients sont nuls. Je vous laisse le vérifier. Mais de manière générale, quand on a une famille de polynômes et qui sont tous de degrés strictement croissants, bah du coup, il y en a aucun qui peut être combinaison linéaire de ceux d'avant, parce que sinon, bah du coup, il aurait pas le degré serait pas atteint. Avec un polynôme de degré 3 et un polynôme de degré 4, je peux pas faire un polynôme de degré 5 et ainsi de suite. Donc c'est une base de f, de ker f. Et du coup, la dimension du noyau de f, bah, c'est le nombre de vecteurs qu'il y a là-dedans, et là-dedans, on en a n-2. Pour remettre en ordre tous les résultats qu'on a obtenus. On en est là. Et ça nous fait on a trouvé le noyau de f dans le cas où n est inférieur ou égal à 2. On a vu que dans ce cas-là, il y avait seulement 0. Et dans le cas où n est plus grand que 2 strictement, donc où on regarde des polynômes de degré au moins 3. Et là, on a obtenu une base de ker f de dimension n-1. Du coup, on peut en déduire le rang de f en utilisant le théorème du rang.
par le théorème du rang, le rang de f est égal à la dimension de l'espace de départ, donc ici c'est Rn de x, moins la dimension du noyau, donc c'est n plus 1 moins din kf. Donc, on a vu que si n égale 0, 1 ou 2, la dimension du noyau, c'est 0. Donc si n égale 0, le rang de f, du coup, c'est 0 plus 1 moins 0, c'est 1. Donc la dimension de l'image, c'est 1. Si n égale 1, le rang de f, c'est du coup 1 plus 1 moins 0, c'est 2. Si n égale 2, le rang de f, c'est 2 plus 1, donc 3 moins 0, donc c'est 3. Et si n est plus grand que 3, alors la dimension de l'image, c'est n plus 1 moins n moins 2, qui nous fait aussi 3. Donc, pour résumer, si n est supérieur ou égal à 2, la dimension de l'image de f, c'est 3. Et ça, c'est égal à la dimension de l'espace d'arrivée. Donc, l'image de f, elle est égale à R3 tout entier, dans ce cas-là. Si n est supérieur ou égal à 2, l'image de f, c'est R3. Et si n égale 0 ou 1, l'image de f, c'est pas R3. Donc, il faut qu'on la détermine. Si n égale 0, alors, pour tout p dans Rn de x, du coup c'est R0 de x, c'est l'ensemble des polynômes constants. Donc p de 0 égale p de 1 égale p de 2 égale à une constante c. Donc f de p est égal à c, c et c. Hein, p de 0, p de 1 et p de 2, c'est la constante. Donc c'est c fois 1, 1, 1. Donc on en déduit que l'image de f est incluse dans le sous-espace vectoriel engendré par 1, 1, 1. Et de plus, on sait que la dimension de l'image de f, c'est 1. On l'a calculé. Et ça, c'est égal à la dimension de vect 1, 1, 1, hein, puisque 1, 1, 1, c'est un vecteur non nul. Le sous-espace vectoriel qu'il engendre est de dimension 1. Donc si n égale 1, im f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par 1, 1, 1. Ah, si n égale 0, pardon. C'est pas du tout 1, c'est 0. Si n égale 0, si les polynômes, c'est les polynômes constants, l'image de f, c'est vect 1, 1. Et il nous reste à traiter le cas où n égale 1. Et là, on va faire ça avec... Donc si n égale 1, ce qu'on va regarder, c'est l'image d'une base
l'image d'une base de R1 de X par F. On va prendre, pour ne pas changer, la base canonique. E0 de X égale 1, E1 de X égale X engendre R1 de X. Donc l'image de F, elle est engendrée par F de E0 et F de E1. Et F de E0, donc on peut le calculer. E0, c'est le polynôme constant égal à 1, donc E0 de 0, ça fait 1. E0 de 1, ça fait 1, et E0 de 2, ça fait 1. F de E1 est égal à X, donc E1 de 0, ça fait 0, E1 de 1, ça fait 1, et E1 de 2, ça fait 2. Donc on obtient une famille génératrice de IMF, et d'un autre côté, on sait que IMF est de dimension 2, donc c'est une base. On a obtenu tout à l'heure que si n est égal à 1, la dimension de l'image de f, c'est 2. Donc si on a une famille génératrice à 2 vecteurs, c'est une base de cet espace vectoriel. Et donc on a obtenu, ici, une base de l'image de f. Et on a donc déterminé l'image de f. Et dans la question 2, on nous demande de trouver les valeurs de n pour lesquelles f est un isomorphisme. Ce qu'on a obtenu, en fait, c'est que f est injectif si et seulement si n est inférieur ou égal à 2. Et on a obtenu aussi que n est surjectif si n est supérieur ou égal à 2. Donc on a obtenu que ker f est égal au vecteur nul si et seulement si n est inférieur ou égal à 2. Et imf égale R3 si et seulement si n est supérieur ou égal à 2. Donc, f est un isomorphisme si et seulement si si les deux sont vérifiés, donc si n égale 2. Puisque du coup, noyau de f égale 0, c'est pareil que de dire f injective. Et image de f égale R3, c'est pareil que de dire f surjective. Et donc, en fin de compte, l'application f est un isomorphisme si et seulement si n est égal à 2. Et c'est tout ce qu'on avait à faire dans cet exercice. Je vous remercie.